Bienvenue dans ce podcast dédié aux entrepreneurs et dirigeants de petites entreprises, ainsi qu'à tous ceux qui s'intéressent à leur quotidien et à leurs enjeux. Pourquoi parler des petites entreprises ? Déjà, parce qu'elles représentent 95% des entreprises en France. Ensuite, parce qu'elles font face à des défis spécifiques. Du fait de leur petite taille, elles ont souvent une structure plus fragile et leurs dirigeants sont absorbés par leur quotidien et leur métier et n'ont pas forcément de formation en gestion ou en finance. Ici, nos invités partagent des témoignages, des conseils et des outils concrets pour vous permettre de gagner du temps dans votre apprentissage ou d'éviter certaines erreurs qu'ils ont eux-mêmes commises. Installez-vous, c'est parti. Nabil, merci beaucoup d'être présent et d'avoir accepté notre invitation pour ce podcast. Voilà, alors première question pour toi, est-ce que tu peux te présenter de manière un peu succincte en expliquant les différentes étapes que tu as franchies ? En tout cas, merci de l'invitation. Salut Sylvain. Oui, Nabil Cherif, donc moi actuellement directeur général de Crédit Pro France, donc un réseau de courtiers et leaders spécialisés dans le financement professionnel. J'ai un parcours de chef d'entreprise, parce que j'ai eu plusieurs affaires, plusieurs sociétés qui vont du restaurant au bar, PMU, aux entreprises de courtage, à de la transaction de fonds de commerce, donc un parcours un peu atypique où j'ai vogué au fil des opportunités qui sont présentées à moi et que j'ai su saisir en temps voulu. Et là, donc, je fais du courtage en crédit professionnel depuis 2014. J'ai intégré le réseau Crédit Pro en 2014 en tant que franchisé, donc avec une agence. Et j'ai été recruté, approché par la tête de réseau à partir de 2017. Et voilà, petit à petit, j'ai intégré et monté les steps au niveau de la tête de réseau pour être aujourd'hui DG. Donc, j'ai plus mon activité de courtier en direct. J'ai cédé mon agence à mes collaboratrices en 2024. Ok. Et est-ce que tu peux, dans ce parcours, nous indiquer un peu les temporalités? Donc, par exemple, combien de temps est-ce que tu as été dirigeant de restaurants, bars, cafés, etc. Qu'est-ce que ça représente dans ta carrière? Sur le CHR, ça a duré 8 ans, à peu près 8 ans. Mhm. Transactionnaire en fonds de commerce, un peu plus de 5 ans, 2009-2014. Et courtier, c'est quasiment le principal de ma vie professionnelle de 2014 à aujourd'hui. Et avant les bars, il y a les restaurants, j'étais directeur dans la grande distribution et ça a duré, sortie des études jusqu'à 27 ans, donc ça a duré 4-5 ans. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire où tu es localisé? Est-ce que tu as changé d'endroit au fur et à mesure dans ta carrière ou tu es toujours resté au même endroit? Fidèle à mes terres ardéchoises, toujours en Ardèche. Bon, j'ai un peu traversé, je suis allé un peu au-delà de nos frontières, dans la Drôme, que juste de l'autre côté du Rhône, petite plaisanterie, mais oui, voilà, mis à part la Drôme et l'Ardèche, bon, professionnellement maintenant, je suis très souvent sur Lyon parce que le siège de Crédit Pro France est à Lyon. Mais depuis quelques années, voilà, j'aime à dire que mon bureau est les trains et les voitures parce que je vais sillonner et visiter un peu toutes nos agences éparpillées un peu de partout sur le territoire. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Crédit Pro, du coup, ton entreprise actuelle, la taille, où est-ce que vous êtes implanté, Ouais. ce que vous faites exactement? Alors, Crédit Pro, on est un peu plus de 150 aujourd'hui, donc 150 courtiers, collaborateurs. Ce ne sont pas des salariés, ce sont ou des indépendants ou il y a des salariés. Crédit Pro France, on est une grosse vingtaine pour piloter ça. Donc, on a un réseau de franchise, donc tout simplement, voilà, avec le franchiseur et son réseau de franchise. Aujourd'hui, on a 72 franchisés qui ont chacun en moyenne 2 personnes, parce que du coup, ça va faire 140, plus nous à peu près 160. Voilà, c'est à peu près comme ça qu'on est constitué. On est partout en métropole, presque partout en métropole, et on est également présent dans les DOM. On est présent, on a 2 agences à La Réunion, une en Polynésie, une en Nouvelle-Calédonie, une en Guadeloupe, une au Cameroun, et voilà. Et sur la métropole, un peu de partout. Ok. Et on existe depuis 2008. Donc il y a eu des agences pilotes bien avant, mais vraiment ça s'est mis en réseau de franchise à partir de 2008. Donc une grosse quinzaine d'années d'expérience qui permet aujourd'hui de faire notre métier. Le dernier bout de ta question, c'est quel était notre métier. Notre métier est très simple, on fait de l'intermédiation sur du financement professionnel et uniquement professionnel. Donc on vient se placer et accompagner le porteur de projet, le futur chef d'entreprise ou le chef d'entreprise actuel, à constituer, à monter,
à donner de la validité à son dossier de financement et à le présenter à nos partenaires bancaires. Donc voilà, enfin, on est vraiment intermédiaire entre ces 2 étapes-là. Ok. Parfait, merci. Maintenant, ce que je te propose, c'est de rentrer un peu plus dans le détail. Donc, je l'ai dit en introduction, hein, l'idée, c'est d'aller plutôt sur des notions aussi de gestion, Mmh. d'analyse économique, mais encore une fois, en gardant le côté pragmatique. Et ça peut être, dans ton cas, lié à ton expérience actuelle ou à ce que tu as fait avant, hein. Il ne faut Ouais. pas hésiter à vraiment ouvrir, voilà, ouvrir l'horizon de temps sur lequel tu peux répondre. Hem, Qu'est-ce qui est difficile pour toi, en fait, dans la gestion? Alors, on peut commencer par ton entreprise actuelle. Qu'est-ce qui est, difficile dans la gestion de ton entreprise actuelle? Qu'est-ce qui te pose des difficultés, au quotidien? Alors, c'est compliqué de dire, aujourd'hui des difficultés au quotidien parce qu'on n'en a pas tant que ça. Mmh. On n'est pas Quand on voit qu'il y a de grosses difficultés, aujourd'hui, c'est les ressources humaines, c'est de pouvoir recruter et donc ça, on le voit. Nous, Donc on recrutement. ouais, mais nous, on recrute pas aujourd'hui. Chez Crédit Pro France, on n'a pas de besoin de recrutement de Mmh. collaborateurs. Par contre, on veut recruter des nouveaux franchisés et ça, par contre, c'est difficile. Là, c'est une vraie difficulté aujourd'hui. Nos agences cherchent à recruter des collaborateurs également, soit des mandataires, soit des salariés, et ils ont du mal. La principale difficulté aujourd'hui, elle est là. La difficulté de notre métier, c'est de couvrir de plus en plus le territoire et de pénétrer de plus en plus le marché. Et pour pénétrer de plus en plus le marché, il faut qu'on soit de plus en plus nombreux. Et voilà, donc toutes nos actions, elles sont tournées essentiellement sur le recrutement. On en a fait vraiment notre cheval de bataille déjà en 2000, sur les dernières années, mais vraiment 2024 et 2025, on a décidé de mettre beaucoup de moyens parce qu'on a vraiment du mal à recruter. OK. Hem, alors du coup, je propose de basculer sur le modèle économique, du courtage. Hem, voilà comment ça fonctionne concrètement. Donc, tu l'as dit, hein, vous faites, l'intermédiation entre le porteur de projet et l'établissement bancaire. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer, bah, déjà comment est-ce que vous êtes rémunéré dans le Mmh. processus? Et puis un peu les points clés pour, si on raisonne un peu, simple, pour bien gérer, ce type d'entreprise? Donc on fait de la prestation de service, donc déjà ça c'est important, la définition est là parce qu'en termes en termes de business, de modèle économique, c'est très important parce que moi, c'est pour ça que j'ai choisi là, contrairement à on peut faire un parallèle avec les restaurants où là, il y a de l'achat de marchandises et de la revente, où on peut trouver ça dans les épiceries ou peu importe. Là, on est réellement sur la prestation de service, donc c'est un gros avantage sur un compte de résultat, c'est qu'il n'y a pas d'achat, il n'y a pas d'investissement en machine-outils ou en matériel. Moins On de est risques? vraiment sur et moins de risques, effectivement, parce que ce que l'on vend, c'est notre temps et notre matière grise. Mmh. Bien évidemment, notre savoir, voilà, tout ça, mais donc déjà, ça c'est la première base. Notre modèle économique, on facture des honoraires, donc ces honoraires sont facturés au client pour le travail qu'on va réaliser pour lui. Ils sont facturés qu'en cas de succès, donc ça aussi c'est important commercialement pour le client, pour se dire, ben voilà, c'est un peu rassurant de se dire, ben, je n'aurai qu'à honorer cette facture-là ou à payer cette prestation de service que si on arrive au bout, contrairement à d'autres prestataires de services, d'autres, je sais pas, je vais pas citer d'exemple, où, voilà, où c'est facturé à, à la réalisation du travail. Nous, on réalise le travail et on est payé que s'il est concrétisé. Donc, Et concrétiser, ça veut dire obtention du prêt, oui, de c'est ça. C'est vraiment, on va jusqu'au bout, c'est que c'est au décaissement des fonds. OK. C'est-à-dire que même on peut, souvent je le cite à un client, on peut avoir des accords de prêt. Il peut malheureusement se passer dans ce laps de temps qui va entre les accords de prêt et le décaissement de prêt des soucis qui peuvent être soit la vente est annulée pour X raison, un bailleur ou un vendeur qui décide de ne plus vendre. Bah là, et on dit malheureusement pour le client, son opération va tomber à l'eau. Donc effectivement, c'est un gros écueil, mais aussi un écueil de notre côté parce que là, bah, du coup, on n'est pas payé. OK. Hem J'ai l'impression du coup comme ça que les points clés un peu sur, comment dire? La mise en activité de ce modèle économique, c'est trouver les bons porteurs de projets, Mmh. ça c'est en amont et puis après c'est les faire accepter, les dossiers par les banques. Ça va être un peu tes 2 enjeux, j'imagine. Ouais. Du coup, comment est-ce que tu fais? Alors si c'est pas un secret, de Non, non, non. fabrication, hein, Non, 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 il y a pas pour, de secret. justement Non, non. trouver le Ouais, bien maximum sûr. de bons projets et puis Ouais. après aussi pour, les points clés en fait pour Pour les qu'un dossier sortir. passe, Ouais. ouais. On Alors on a justement, et c'est là où c'est intéressant en tout cas, où moi j'ai trouvé en 2014 en me franchisant, hein, parce que j'étais indépendant et donc quand j'ai décidé de me franchiser, c'était pour pouvoir bénéficier, d'outils pour me permettre de sortir les dossiers. Donc ce que je dis, c'est la sortie des dossiers. Donc là, nous, ça c'est notre travail tête de réseau.
où on va apporter les solutions bancaires, les portes d'entrée auprès des banques, les outils qui vont nous permettre de constituer le dossier, dont Atometrix, voilà, de faire ça, notre outil Canal Bank qui te permet de monter le dossier. Donc nous, tête de réseau, on apporte ce service-là, bien évidemment en contrepartie de redevances. Euh, le courtier en lui-même, son principal travail, c'est de trouver des dossiers. Et là, effectivement, il a un gros travail à faire localement avec des apporteurs d'affaires. On ne trouve pas directement ou très rarement, de masse, en tout cas en masse, on ne trouve pas des porteurs de projets directs. On ne va pas voir les chefs d'entreprise déjà installés pour leur demander, toc, 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 est-ce que vous avez besoin d'un financement, soit par biais de mailing ou de phoning ou peu importe quelle est la méthode. C'est pas notre manière d'approche. On préfère travailler avec des partenaires qui sont très souvent les experts comptables, des avocats d'affaires, des transactionnaires en fonds de commerce, des franchiseurs qui vont être, eux, le déclencheur, qui vont être au courant qu'il va y avoir une demande de financement. Ils vont avoir un porteur de projet, donc il va venir les voir pour autre chose, mais en tout cas, ils vont être là. Et donc, entre guillemets, nous confier cette mission-là, ou en tout cas dire à leurs clients, pour votre projet, je ne peux que vous conseiller de passer par Crédit Pro pour la partie du financement. Voilà, Ok. voilà, vraiment, c'est vraiment un travail. Et puis, on a quand même ce moyen de captation qui est quand même de plus en plus important, ou lequel, voilà, il y a quelques temps, on n'y faisait pas attention. C'est le contact direct du chef d'entreprise via notre site internet, via effectivement des demandes de financement ou un simulateur. On a un simulateur de crédit. Il y a quelques années, c'était pas un métier qui était bien connu, demande de financement en professionnel, donc on n'avait pas beaucoup de contacts ou que des demandes un peu vraiment beaucoup farfelues. Et là, on se rend compte au fil des années qu'on en a de plus en plus et de plus en plus qualifiés, quoi. Je veux dire, là-dedans, on arrive à trouver des pépites, des super bons dossiers, des gens, maintenant, c'est la jeune génération, je pense, qui se dit, moi j'ai un projet professionnel, j'ai l'intention d'acheter le restaurant qui est en bas de chez moi, je ne vais pas aller voir mon banquier, je vais d'abord aller voir sur Internet ce qui se passe. Et ben ces gens, historiquement, les chefs d'entreprise d'il y a 10 ans, de ma génération, n'ont jamais C'est fait pas ça. ça, hein. Donc voilà, on se rend compte qu'effectivement, Internet, maintenant, est aussi un moyen de captation du futur client qui est très important et qui devient de plus en plus important. Ok, donc là, ça vous permet d'accéder en direct à des projets, mais Ouais, j'imagine qu'en contrepartie, il faut proposer du contenu qui intéresse ou qui vous rende visible auprès des c'est ça. créateurs, Voilà. etc. Ok. Ouais, ouais, là, on a quand même un bon référencement, on a quand même une équipe chez nous qui pilote tout ça. Et puis, l'avantage également, c'est qu'on a 72 implantations qui elles-mêmes vont faire du référencement naturel, vont mettre des avis, vont avoir récolté des avis, vont mettre des articles, vont mettre du contenu. Donc, en fait, il n'y a pas que Crédit Pro France qui met du contenu, c'est la démultiplication des 72 qui fait qu'obligatoirement, et puis il y a une réalité, c'est qu'on n'a pas de concurrents aujourd'hui. On n'a pas de véritables, entre guillemets, concurrents qui font du pure player. Tous nos principaux concurrents sont des gens qui font aussi bien du particulier que du pro, mais c'est des vrais concurrents, hein. Voilà, on a des établissements, on a des réseaux qui sont présents sur le pro, mais qui font aussi du part. Donc voilà, quand naturellement aussi sur Google, c'est facile, ça nous facilite le référencement naturel. Ok. Et du coup, est-ce- pour un porteur de projet, qu'est-ce que vous apportez? Parce que je comprends sur la constitution du dossier, après, c'est quelque chose Oui. qui paye Mmh. aussi. Est-ce que, par exemple, on a aussi accès à des meilleurs taux ou est-ce que, je sais pas, il y a d'autres gains auxquels je pense pas forcément? Ouais. Qu'est-ce que... Alors, Ouais, le taux, c'est la chose à laquelle tout le monde pense parce que c'est la manière la plus mesurable. C'est ouais, factuel, c'est facile à vérifier. Et malheureusement, non, on ne peut pas prouver qu'on obtient de meilleurs taux. Par contre, quand on se pose un petit moment sur la réflexion de notre métier, on se dit que le fait de présenter son dossier à 2 ou 3 banques par l'intermédiaire d'un courtier, obligatoirement, si on a un bon dossier, obligatoirement, les taux vont être revus à la baisse. Et obligatoirement, les banquiers vont se sentir en position défensive. Et quand on est en position défensive, bien évidemment, on montre les dents, ou en position de conquête, parce que c'est pas notre client et on veut le piquer à la concurrence. Et donc, on va faire une proposition meilleure que si c'est le porteur de projet qui va tout seul voir les 3 banques, il va y aller avec son étiquette à lui et donc pas forcément cet esprit de courtier. Et donc voilà, obligatoirement, mais on l'écrit pas. ok. Dans Mise notre en concurrence. documentation, ouais, mise en concurrence, mais dans nos documents, jamais on met en avant le taux. C'est pas réellement les premiers éléments sur lesquels, en tout cas nous, on insiste, c'est la maîtrise des délais, parce qu'on a des interlocuteurs bancaires privilégiés, on a des portes d'entrée différentes que les agences bancaires, donc on va beaucoup plus vite. Aujourd'hui, on est sur une moyenne de 30 jours ouvrés pour avoir des accords fermés définitifs, ce qui est beaucoup plus rapide que si toi, Sylvain, demain, tu allais voir et tu voulais créer ton entreprise, tu allais voir un banquier que tu ne connais pas, il faut compter un minimum 2 mois, le temps que les allers-retours se font. Et surtout, on va beaucoup travailler en amont
on va venir sécuriser. Aujourd'hui, on affiche 90% de taux d'accord. Moi, j'aime à dire que c'est pas parce qu'on est les meilleurs, ce taux d'accord, c'est parce qu'on prend beaucoup de temps en amont. Pour Qu'aujourd'hui, filtrer, les ouais. partenaires bancaires n'ont pas le temps. Mmh. Aujourd'hui, c'est ça, c'est l'évolution du monde bancaire a fait qu'on est présent aujourd'hui. C'est pas autre chose, hein. Si les banquiers continuaient, voilà, aujourd'hui, le monde bancaire a fait que leur priorité n'est pas de passer beaucoup de temps à étudier des dossiers, parce que c'est pas valorisant, parce que peut-être, c'est pas valorisé, pardon, et peut-être que finalement le dossier, ils vont pas le faire, parce que quand il y a effectivement ce fameux client qui fait 3 banques, ben, il va en choisir qu'une à la fin. Donc les 2 autres, si elles ont passé beaucoup de temps, elles ont passé beaucoup de temps pour rien. Donc comme tout le monde regarde son taux de renta. Donc les banquiers préfèrent que les dossiers viennent de notre part parce qu'ils sont préqualifiés, ils sont constitués, ils sont certains d'être sortis parce qu'on a 90% de taux d'accord, parce qu'on est payé qu'en cas de succès. C'est très égoïste, c'est ce que je veux dire, mais voilà, on va pas prendre le dossier pour faire plaisir, parce que ça nous prend aujourd'hui un dossier chez nous, c'est minimum 50 heures de travail. 50 heures de travail, si on ne les valorise pas à la fin, c'est 50 heures de travail perdu chez nous aussi. Donc nous, on sait valoriser, on sait trier, et ça, c'est tout ce travail-là qu'on va apporter aux banquiers. Donc même les banquiers préfèrent que ça passe par nous, même OK. s'ils sont mis en concurrence, parce que ça va leur prendre moins de temps. Ouais, en fait, ils obtiennent des dossiers de meilleure qualité, ils perdent pas de temps sur l'analyse. Tout simplement, tout à fait. OK. Alors tu parlais justement, de la renta en disant que tout le monde suit sa renta. Oui, Quels sont les indicateurs que tu suis aujourd'hui, vraiment simples, hein, pour ouais, gérer ton ouais, activité en disant, bah, ça va plutôt dans le bon sens ou là, on est plutôt en train de se détériorer. ouais, Voilà. Et d'ailleurs, tu peux aussi parler de ça pour tes expériences précédentes, quoi. Tu ouais, vois, l'idée, c'est vraiment d'avoir deux, trois indicateurs ouais. qui sont suivis au quotidien. Bah, ils sont pas identiques en fonction des activités que l'on a. Nous, dans la nôtre, on n'a qu'un seul indicateur qui est le plus important, c'est le stock. C'est le stock de demandes de porteurs de projets qu'on peut avoir, ou d'études qu'on a en cours. C'est ça, on a des indicateurs qui savent qu'il nous faut X candidats à la reprise, ou à un projet de financement. Sur ces X candidats, il y en a, voilà, on sait qu'il y en a à peu près 1 sur 3 qui va se transformer et qui va aller jusqu'au bout de son projet, parce qu'il y en a 2 sur 3, c'était pas des projets réels et sincères, ou qui n'étaient pas encore totalement aboutis. Ils vont peut-être arriver dans 5 6 mois. Voilà, on prend l'exemple. Très souvent, les gens attendent de vendre leur maison pour pouvoir faire opérer une reconversion. Ben voilà, il faut le temps que la maison soit vendue. Donc, c'est pas des dossiers matures et mûrs à l'instant T. Et puis il y a également aussi le fait que bah, ces clients-là, c'est des prospects à cette étape-là, ce ne sont pas encore des clients pour nous. Ces prospects-là peut-être ne vont pas nous choisir également, vont décider bah, que finalement ils pensent ne pas avoir besoin de nous, ils ont le droit bien évidemment, ils vont aller voir directement les banquiers. C'est surtout ça nous qui est important, c'est que c'est notre stock qui va faire notre chiffre d'affaires de demain, mais un peu comme dans toutes les entreprises, hein. Les entreprises dans le bâtiment, c'est la quantité de ces devis qui va lui permettre de mesurer son chiffre d'affaires de demain, quoi. C'est réellement, nous, on est toujours pareil, j'imagine. Mmh. Voilà, et comme on n'a pas de récurrent, on est obligé de surveiller sur tout ce stock. On n'a pas une récurrence, voilà, pour dire attention. Le seul vecteur, c'est de dire dans 4 mois, attention, aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup de prospects. Donc ça veut dire que dans 4 mois ou dans 5 mois, le chiffre d'affaires va être, bah, il va falloir, ça va être compliqué, parce que nous, un dossier, tout à l'heure, on disait 30 jours pour avoir un accord de prêt, mais c'est chez nous, en durée de vie, entre le moment où on dit bonjour à un prospect et le moment où on est payé, il se passe à peu près 4 mois. Ouais, Ouais, je comprends. ouais, donc voilà, c'est surtout ça qu'on veille. Après, dans les autres, et on a aussi une veille très importante. Du coup, comme on a 4 mois, on a un BFR structurel qui est de 4 mois, obligatoirement. Donc, on va surveiller également La les trésor. phénomènes de trésor. Mais ça, je dirais, c'est le seul conseil que je pourrais donner à tout le monde, hein. On pilote une entreprise, mais on pilote surtout sa trésor au quotidien. Aujourd'hui, ça a toujours été, c'est pas moi qui le dis, mais les anciens le disaient, c'est le nerf de la guerre. Et il faut veiller à sa trésor. Pour veiller à sa trésor, il faut pouvoir voir demain comment ça se passe. Il faut anticiper. C'est aujourd'hui, c'est bon, c'est génial, j'ai 30 000 euros sur le compte, c'est parfait, je peux Mmh. dormir tranquille, je peux partir en vacances. Mais attention, les 30 000, ben voilà, ils vont fondre comme neige au soleil. Et si tu t'occupes pas de ton stock aujourd'hui, dans 4 mois, tu risques d'être en difficulté, Ouais. parce que tes échéances vont courir, parce que tes charges vont courir. Et donc voilà, donc vraiment, Et la veille, elle est vraiment là-dessus, quoi. tu un des rares qui soit passé ici et qui me donne un indicateur prospectif, en fait. Je m'attendais à Trésor parce que tout le monde dit, bah, moi, je regarde mon Ouais, compte ouais, bien bancaire. sûr. Et évidemment, ça se comprend parce que, comme tu dis, tu as un BFR, donc tu dois mobiliser beaucoup de temps avant de transformer un Ouais. client, donc c'est Mmh. normal.
Mais voilà, c'est pas si fréquent, tu vois. Tout le monde suit. Non, en fait, tout le monde suit pas forcément un indicateur prospectif. Ah non, mais on le voit, nous, Euh, pardon, je te coupe, on le voit avec les clients qu'on accompagne, hein. Nous, on voit et on travaille sur des plans de trésor. Et je ne peux qu'inciter les gens qui vont nous écouter à demander à leur expert comptable de leur faire des plans de trésor. hmm. Ou alors, il y a des fichiers Excel qu'on peut trouver maintenant sur LinkedIn, il y a des tutos, il y a tout ce qu'on veut, de se travailler son plan de trésor. C'est le plus important. On travaille son plan de commande, ses bons de commande, mais quand on est restaurateur, on n'a pas de commande. On ne sait pas ce que demain, on ne sait pas si on va faire 50 couverts, demain on va faire 30, on sait à Ouais, peu bien sûr. près. Mais il faut quand même travailler son plan de trésor, parce que sinon la difficulté, ben, on le sait aujourd'hui, et peut-être qu'on va en parler tout à l'heure des défaillances, mais aujourd'hui la plus grosse part, la cause des défaillances, c'est pas que les entreprises étaient en mauvaise santé, c'est qu'elles n'avaient pas de trésor. Donc je ne peux, si on veut pas, si on veut éviter de passer des nuits blanches, c'est de veiller à sa trésor, et pour la veiller, ben, il faut anticiper, c'est comme tout, hein, genre, on est un bon pilote si on anticipe. Et alors, question pour toi, quand tu vois ce stock se détériorer, ou le taux de transformation du stock se détériorer, j'imagine que ça peut arriver Ouais, bien aussi, sûr, hein, il ouais, t'en ouais. faut plus un sur 3, mais Ouais, un ouais, sur ouais, 4 ou tout à fait, 5. ouais. Concrètement, vous faites quoi pour pallier à ça? Et bah, il faut continuer à aller à... En fait, on pousse nos courtiers à aller toutes les semaines en conquête de nouveaux apporteurs d'affaires. Notre, notre business model, il est là, c'est les apporteurs d'affaires. Ok. Un peu Internet, donc on peut de manière assez rapide payer du Google Ads pour avoir plus de leads Internet, et donc ça, obligatoirement, ça va se transformer, mais c'est très long. Le taux de transformation est très faible, donc ça peut aussi créer un épuisement moral de se dire, bah, aujourd'hui, nous, on est à peu près à 10% de taux de transfo, donc on en est content. C'est un beau taux de transfo quand on sait que chez les courtiers parcs, ils sont plutôt à 2%. Ok. Donc on est content de ce taux de transfo, on en est même fier, mais quand même 10%, c'est-à-dire qu'il faut passer 10 coups de fil pour en avoir un. Donc ça peut être épuisant. Par contre, l'avantage de travailler avec des apporteurs d'affaires, c'est que c'est eux qui vont faire, qui vont qualifier. Le premier tamis, c'est eux. L'expert comptable, si le dossier n'est pas éligible, il ne va pas nous appeler, il ne va pas aller plus loin. Le franchiseur, si le candidat n'est pas retenu, ne correspond pas à ses critères à lui d'éligibilité, il ne va pas le retenir. Eux aussi, ils ont des taux de transfo eux, également. Donc, on va pas se prendre l'intégralité. Donc, on ne peut conseiller d'aller voir des apporteurs d'affaires. Et donc, quand le stock diminue, il faut même avant que le stock diminue, toujours avoir ce stock d'apporteurs d'affaires et de veiller à ce que nos apporteurs d'affaires, eux également, du business. C'est pas tout d'avoir des apporteurs d'affaires Ouais, ouais. référencés, mais si eux connaissent pas une défaillance, mais une baisse d'activité chez eux, Ça va se sentir chez vous aussi, eh ben donc oui, ouais. donc oui, nous on est dans le ruissellement. Hmm. Donc il faut qu'on veille à ça. On prend par exemple l'exemple des transactionnaires en fonds de commerce qui pendant le Covid ont vécu, bien évidemment, comme tout le monde, une période, mais même sortie Covid, ça a été compliqué, même aujourd'hui, très peu de gens veulent acheter. Bon, à Paris, c'est un phénomène particulier, mais en province, aujourd'hui, la restauration, c'est compliqué. Plus personne ne va acheter un restaurant parce que vous trouvez plus, on trouve plus un seul cuisinier qui veut bosser dans la restauration, on trouve Mhm. plus un seul serveur professionnel. Donc les gens veulent plus, quoi. Il y a nettement moins de candidats à la reprise d'un restaurant. Et donc, du coup, si on était très focus avec un transactionnaire qui était spécialisé dans la restauration et qui nous faisait pas mal de business au préalable, il faut qu'on ait ces indicateurs-là, en se disant, attention, lui, bientôt, il aura plus de business. Si lui, il a plus de business, toi, tu n'en auras plus. Donc, voilà, on est dans le ruissellement. Donc, il faut toujours veiller et à se démultiplier nos origines et nos verticalités métiers. Alors, voilà, le gros avantage des experts comptables, c'est qu'ils vont avoir un Ça touche horizon de tout le monde. 360, ils touchent tout le monde. Ouais. Ils vont pouvoir, voilà, ils sont en capacité d'avoir le créateur d'entreprise, la personne qui veut reprendre un fonds de commerce, du financement également en interne, d'investissement, ou soit de machines, ou soit de locaux, peu importe. Donc effectivement, ils touchent tout, quoi. Ok. Touchent tout. Alors du coup, je te propose de basculer, donc merci hein, pour tes réponses, c'est très clair. Je te propose de basculer sur une sorte de focus un peu sur ton métier de courtier, justement. Et notamment, moi je me demandais si tu voyais des tendances dans les dossiers qui vous arrivaient. Alors, tu évoquais un peu le fait que bah, potentiellement tu as moins de dossiers de reprise de restaurant parce qu'il y a moins de gens qui veulent travailler dans ce secteur d'activité. Voilà, qu'est-ce que tu remarques? Ça peut être en termes sectoriels, ça peut être en termes de qualité. Est-ce qu'on voit une baisse de la qualité ou une augmentation de la qualité avec tous les outils Internet des dossiers qui t'arrivent? Voilà, est-ce qu'il y a plus de femmes qu'avant qui créent, plus de personnes qui sont plus âgées? Voilà, quelles sont les tendances que tu vois en fait? Alors sur les deux derniers critères, compliqué de t'y répondre. J'ai pas les éléments en tête, que ce Ouais. soit vis-à-vis de l'âge ou vis-à-vis du genre.
On n'a pas eu encore de non-genré, c'est bizarre, on n'a pas eu encore. Ok. Parce que maintenant que tu. Non, je Ouais, plaisante, ouais. quand tu es sur Terre, homme-femme, Bah non, non-genre, bien sûr, peut-être mais que ouais. je crois qu'on est. Mais bon, Non, tant mais pis. bon, il faut une base de données pour avoir des Ouais, stats dessus, ouais, ouais. difficile. Non, non, Ok. ça on n'a pas. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que sur 2024, on a ressenti un allongement des délais. C'est très très long. Ça a été beaucoup plus long, la prise de décision. C'est-à-dire qu'on a eu des gens qui. Tu veux dire au niveau... L'acte d'achat, Ah, ok. l'acte de dire je veux acheter une boulangerie, un restaurant, entre le moment, historiquement, entre le moment où la personne venait nous voir pour se rassurer aussi de son choix, pour faire une première étude de faisabilité en disant voilà, j'ai vu telle affaire, voilà les chiffres, voilà les bilans, voilà combien le vendeur en veut, ou voilà moi ce que je vais en proposer, voilà mon apport, voilà mon profil. Est-ce que vous pensez que je suis éligible à un financement ou est-ce que je suis un rêveur? Donc ça fait partie de notre travail. Les agents et transactionnaires en fonds de commerce, c'est le premier travail qu'on leur fournit, et ils nous envoient leurs prospects. Entre ce moment-là et le fait de dire oui, feu, j'y vais, ça s'est rallongé. Mais ça, je pense, c'est le climat de confiance en Ouais. France qui fait que on réfléchit peut-être à plusieurs fois, il y a moins voilà, ce sentiment d'opportunisme que moi j'ai eu pendant les précédentes années, où moi je mettais même pas 24 heures pour me décider. Toujours aujourd'hui, j'ai toujours cet état d'esprit de dire, si je vois une opportunité passer, il faut que je la saisisse. Parce que le train, j'arrive pas. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens ont besoin de se rassurer, mais je comprends également, parce que ben voilà, pour la plupart, ils sont dans des postes salariés, où voilà, il y a des. C'est. Ça, et puis il y a l'environnement médiatique est hyper Ah négatif. oui, bien Et je sûr, pense que ça joue, hein, tu ça vois. Et tue, puis ah on oui. dit que les Français sont averses au risque. Enfin, il y a tout un tas de choses négatives qui Mm. vont dans ce sens. Donc, Voilà. ok, mais donc Ouais. ça c'est concret. Oui, En ça c'est fait, un rallongement. Voilà, c'est un rallongement. Et il y a également le rallongement. On l'a senti, on n'a pas encore les stats finalisées sur 2024, parce que là, on vient juste de boucler l'année. Mais en tout cas, c'est le ressenti de tous nos courtiers. Il y a aussi un rallongement des délais en banque. C'est-à-dire que là, par contre, c'est les défaillances qui nous ont pénalisés. C'est le nombre de défaillances en 2024 qui ont fait que les banques, elles ont réfléchi un peu plus avant de poser, d'accorder un financement, alors que ça allait, voilà, ça se mesure en quelques jours. Mais c'est quand même, voilà, nous, on fait une course contre le temps tout le temps. Et on a senti elles ont toujours financé autant, on a toujours un taux d'accord. Par contre, on a senti que leurs critères se sont resserrés et voilà qu'il fallait que nous, on soit beaucoup plus vigilants sur les dossiers que l'on prenait en amont pour maintenir notre taux de transfo, parce que sinon, on allait le dégrader également. ok, donc ça veut, en fait, ce que tu dis, rallongement du temps et puis potentiellement détérioration du ratio du dossier retenu Mmh, sur combien de dossiers à la mmh, base il te ouais. faut. En fait, tu as un peu dégradé ton BFR au niveau Ah oui, de bien sûr. la structure. Ouais. Ah oui, on voit chez nos franchisés, chez nos courtiers, Heu, la course à la trésorerie tous les jours. Ah, La ok. course à la trésorerie, parce qu'après derrière, bien évidemment, il y a les délais de règlement qui des fois patinent un peu et Oui, qui deviennent doivent longs. Donc s'allonger voilà, aussi donc ça potentiellement. c'était déjà à l'époque, mais bon, ça le devient de plus en plus. Ouais. Et donc oui, ils sont toujours en quête de leur trésorerie, toujours. Et ils ont beau avoir une grosse activité, je dis on peut toujours avoir une très belle activité, mais ne pas avoir de trésorerie. Ça peut l'air antinomique, mais c'est juste la vérité. Ouais, ouais, ah ouais, c'est sûr. Il y a même des métiers rentables qui se plantent Très pour des rentable, oui, raisons de trésor. tout à Donc, fait. Ouais. euh, est-ce qu'on peut parler un peu de la franchise? Parce que je sais que vous avez une part, donc vous financez des dossiers d'indépendants, Oui, mais aussi des dossiers de franchisés. oui. Euh, voilà, c'est quoi les particularités? Est-ce que c'est une part qui augmente les dossiers en franchise déjà? Et puis, qu'est-ce qui fait que ces dossiers-là, on le vend en poupe, si effectivement ils se développent, mais je crois que c'est le cas. Oui. Oui, ça se développe très, très fortement. Alors voilà, déjà un indicateur, il y a 2 300 réseaux de franchise en France, donc c'est tout juste énorme, hein. Pour ceux qui veulent s'y rendre, je ne sais pas si ce sera diffusé avant, mais fin mars, il y a le salon de la franchise à Porte de Versailles. C'est un hypermarché de la franchise, quoi. Il y en a, c'est énorme, il y en a de partout et encore, elles ne sont pas toutes présentes. Donc aujourd'hui, il y a vraiment le fait d'appartenir à un réseau, commercialement, c'est un facteur important pour le créateur et je ne peux que le pousser à faire ça. D'une, parce que bah, je suis franchiseur, donc voilà, et deux, parce que j'ai été franchisé, donc j'y crois à ce modèle, parce que ben voilà, on arrive, on a déjà un nom commercial, on a déjà des outils, on a déjà un savoir-faire. Ça va beaucoup plus vite voilà, de s'appeler Crédit Pro que de s'appeler Sheriff Financement. Ça va beaucoup plus vite de s'appeler McDo que de s'appeler Sheriff Burger, quoi, tout simplement, hein. C'est une évidence, mais il faut. Après, c'est un coût, tout ça. Il faut faire le tri dans les différents réseaux de franchise. Donc, nous, on le voit, il y a une très forte progression.
aussi bien au niveau national que chez nous. Alors chez nous, ça s'explique parce qu'on a recruté, on a mis des personnes spécialement dédiées à ça depuis 2 ans. C'était pas le cas avant. Donc oui, on voit qu'on a, voilà, on a pénétré le monde de la franchise très fortement en 2024. Ça représente 10% un peu plus de 10% de nos dossiers aujourd'hui. Et on pense qu'on va très facilement arriver aux alentours des 15-20% entre 2025 et 2026. Et il y a aussi un phénomène, pardon, c'est que les banquiers financent beaucoup plus facilement quand c'est des franchiseurs, quand c'est sous franchise, que quand c'est un indépendant, pour les raisons naturelles que je viens d'évoquer. Hmm. C'est qu'on est beaucoup plus sûr, entre guillemets, que le business va rentrer quand on va s'appeler McDo que si on s'appelle Sheriff Burger. Quand on s'appelle Sheriff Burger, il faut expliquer que on est professionnel, qu'on a la bonne gamme, qu'on a le bon prix. Et donc ça, il faut gagner la crédibilité du partenaire bancaire. Quand on s'appelle McDo, il va pas te Structuration, poser, ouais. bah oui, il va Ouais. pas se poser toutes ces questions. Et puis surtout, on a également, là en tout cas, et nous et les partenaires bancaires, on a un référentiel. Quand on veut créer une entreprise de zéro, on n'a aucun référentiel. On va venir sur Atometrix, voir un peu les données qui peuvent se passer sur un environnement, une zone géographique, un peu les normes métiers qui vont se passer. Mais on va partir d'une page blanche et on va aller voir son expert comptable. On va lui dire, ben voilà, je vais faire tant de couverts, tant de tickets moyens, parce que voilà la qualité, voilà, le niveau de la cuisine de ma carte, vers où ça va se situer. Quand on veut ouvrir un restaurant sous franchise ou peu importe, mais prenons l'exemple du restaurant, on a un référentiel parce qu'on sait que dans la même ville où on va vouloir s'installer, il y a une ville à peu près similaire à l'autre bout de la France, avec la même population, le même bassin, les mêmes revenus moyens, qui réalise depuis 3 ans, 4 ans tel niveau de chiffre d'affaires avec tel ticket moyen. Et donc, on va pouvoir aussi bien sur le compte de résultat que sur les charges travailler sur des prévisionnels quasiment structurés et quasiment établis sur lesquels il y a très peu de surprises. Après, Ok. il peut y avoir des loupés parce qu'on s'est trompé, mais bon, en général, les franchiseurs se trompent pas sur les emplacements parce que c'est leur image, ils ont très peu de défaillances, c'est leur image aussi sur Et le ils ont des profil. outils aussi Ouais, ils ont des qui outils pour font mesurer, évoluer. effectivement. Donc voilà, on peut Hmm. facilement travailler sur tout ça. Et donc, en général, on sait à peu près, on sait le nombre de personnel. C'est aussi un gros avantage, c'est que si on prend le McDo qui fait 2 millions de chiffre d'affaires, on sait combien de collaborateurs il faut en face pour faire les 2 millions. Donc demain, quand on va faire nous notre prévisionnel, on sait exactement combien il va falloir Ouais. prévoir d'embauche. Donc la masse salariale est déjà quasiment on a des ratios bien Ouais, des identifiés. certitudes. La marge, elle est Ouais. identifiée parce que c'est des centrales d'achat, donc il n'y a pas de, Hmm. voilà, on n'est pas sur des marges moyennes où on peut, parce que mine de rien, on se dit, oh, 2-3 points de marge, c'est pas grand-chose. 2-3 points de Ça marge peut être sur un million de avantageux. chiffre d'affaires, ça fait du bruit, quoi. Donc ça peut Ouais. faire du bruit en fin d'année. Donc, Ok. voilà. Et du coup, c'est quoi les principaux points de faiblesse que tu vois dans les dossiers que vous écartez ou alors que vous aidez à s'améliorer en fait donc là, Ouais. franchiseur ou pas, hein, Oui, d'accord, oui, oui, franchisé ou oui. pas d'ailleurs. Bah, bon, le premier que tout le monde a en tête, c'est bien évidemment l'apport, donc sur lequel voilà, on va venir travailler. Aussi bien, je dis très souvent, hein, on pense que l'apport, c'est effectivement le nerf de la guerre et ça peut être la faiblesse dans les dossiers, mais pas que. On vient également des fois en diminuer l'apport, chose qu'effectivement les gens n'ont pas forcément à l'esprit. Moi, je dis toujours de venir voir un courtier. Quand vous allez voir un banquier et que vous annoncez 100 comme apport, vous avez 100 d'apport. Le banquier, très rarement, va vous dire non, mais avec 70, il y en a assez. Hmm. Le courtier pourra faire ce travail-là en disant non, mais garde 30 de réserve et on va mettre que 70 sur le projet. Mais ça arrive quand même assez. Ouais, ça arrive pas tout le temps, mais ça peut arriver. Première faiblesse sur laquelle on va travailler, c'est sur l'apport, effectivement. Et là, c'est plutôt l'inverse, c'est de dire non, il va falloir 70, t'as que 50, donc il va falloir qu'on t'aide à trouver les 20. Or, soit tu les as dans ta poche, soit dans ta famille, bah voilà, des aides ou quoi que ce soit nous, on a des solutions qui vont pouvoir permettre d'aller trouver ces vins-là. Voilà, on va pouvoir accompagner les gens, bah voilà, je te présenter les gens d'initiative pour les prêts d'honneur, on va pouvoir on travaille avec des meuniers qui vont pouvoir peut-être aider un pré-meunier, on va pouvoir trouver des solutions, des montages, proposer des crédits vendeurs. Bon, bref, il y a plein de solutions sur lesquelles on peut trouver ce complément d'apport auquel le porteur de projet au départ n'avait pas pensé. Et c'est ce temps-là de réflexion qu'aujourd'hui, en tout cas, je trouve, et je fais vite un parallèle parce que ça me vient à la tête, que le banquier n'a plus le temps de poser ces réflexions-là et de donner ces conseils-là au porteur de projet. C'est là où on va, nous, passer beaucoup plus de temps parce que on a envie de le faire, ce dossier, parce qu'on est comme Hmm. tout le monde, on a envie de faire du chiffre d'affaires, on a envie de transformer. Et puis, il y en a qu'on écarte totalement parce qu'ils ne sont pas matures, parce que le profil ne correspond pas, parce qu'ils sont des rêveurs ou trop ambitieux pour être polis, voilà, où on va dire non, ben non, ce projet-là, on ne le prend pas, ou parce qu'on sait qu'actuellement,
Sur cette verticalité métier, ça va être compliqué parce que bah, le climat fait qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour telle typologie de métier et que donc les banquiers, effectivement, savent que ça, c'est compliqué à financer. Donc, il va falloir un niveau d'apport beaucoup plus important que notre métier. Ok. Voilà. Donc, tout ça, ça permet, en tout cas, ça va permettre, nous, à nos futurs porteurs de projets, de leur dire, voilà, aujourd'hui, on va dire 30% d'apport, mais 30% d'apport, si vous achetez un camping, c'est pas assez. Si vous êtes déjà boulanger depuis 40 ans, c'est trop. Ouais, Il ouais, n'y a pas de bien sûr. règle. Il y a pas- et donc, ça permet aussi de dire, voilà, de dire attention, en fonction du métier, en fonction de votre projet, Votre c'est pas profil. uniquement qu'un Mm. pourcentage d'apport, quoi. Ok. Ouais, non. Et alors, du coup, on parle beaucoup de la France comme qui est redevenue une nation d'entrepreneurs avec une augmentation des créations d'entreprises. Bon, nous, ce qu'on voit dans les stats, hein, c'est que dans ces créations d'entreprises, il y a aussi beaucoup de micro-entreprises. Ouais. Vous voyez pas tout le marché, mais dans ce que tu observes, est-ce que tu vois quand même une croissance du nombre d'entrepreneurs, de projets, euh, ou est-ce que c'est plus des chiffres qui sont balancés comme ça, mais qui reflètent pas Non, forcément la réalité? ouais, c'est compliqué parce que nous, vu qu'on est nous, donc nous, on est sur un métier qu'on représente 8% du marché. 8%. Ouais, donc c'est compliqué. Donc pas nous, hein, le marché du courtage en financement pro représente 8% du marché global. Ah, mais quand tu dis Donc ça, c'est 8% des projets qui ont été financés? oui, bah, Ah ouais, des donc financements, des des financements. financements dans sa globalité. Donc nous, Ouais, ouais, ok. déjà, les courtiers en financement professionnel, avec leurs 8% de part de marché, ne voient pas tout le marché. Non, Donc non, bien sûr, hein. donc c'est compliqué de Ouais, tirer des conclusions que sur 8% mm. de part de marché. Par contre, ce que l'on voit, et puis également, nous, on est aussi en croissance, on a encore, même si on a du mal à recruter, on a quand même pas mal recruté encore en 2024. Donc nous, on a un nombre de dossiers qui croît tous les ans. Alors d'une, parce qu'on est plus nombreux, et de deux, parce qu'on pénètre plus le marché. Ouais, donc vous Mais je avez ne une sais pas si impression c'est... qui est un peu biaisée. Ben oui, parce Mm. que même si le marché, nous, vient en diminution, Ouais, du votre moment qu'on le position à vous, pénètre plus, ben ouais, relativement, on vous va, êtes. ouais, Ok, tout à fait. ok. Donc ça, on n'a pas forcément d'indicateurs. Et puis des auto-entrepreneurs ou des entrepreneurs Mm. individuels, dans le sens, en tout cas, auto-entrepreneurs, c'est des financements que l'on ne voit pas et que l'on ne prend pas, même si les gens peuvent nous appeler de temps en temps. Voilà, on Mm. voit sur Paris, de temps en temps, des gens qui veulent se lancer pour faire du Uber ou du VTC plutôt. Bah, ça, c'est des gens qu'on finance pas, en tout cas qu'on n'accompagne pas. Voilà, il y a beaucoup, voilà, ce qu'on dit, il y a une ubérisation de plein de métiers qui font que des gens maintenant, et malheureusement aussi par rapport à leur train de vie, ont besoin d'avoir deux, trois boulots et donc vont prendre des boulots à côté, quoi. Il y a des réseaux comme les agents immobiliers, voilà, des réseaux de mandataires, notamment, des gens qui ont, voilà, madame qui la semaine travaille et puis le week-end se fait agent immobilier, ou les soirs de la semaine, bah, c'est-à-dire si je fais une vente d'une maison ou d'un appartement dans le mois, bah, ça me fera un complément. Et puis voilà, donc on a beaucoup ça. En tout Ok. cas, les dernières mesures qui ont été prises ces 10 dernières années ont beaucoup aidé à ça. Ouais, c'est sûr. C'est surtout ça, quoi. Dernière question sur ton métier. Est-ce que tu suis les sociétés une fois qu'elles ont été financées? Et si c'est le cas, est-ce que tu peux, pareil, hein, toujours dans l'optique d'aider un peu ceux qui gèrent ou qui créent des sociétés, est-ce que tu as remarqué des facteurs de réussite ou d'échec parmi ceux en fait que tu as accompagnés? Voilà. Oh, c'est un facteur, mais je vais rien inventer, que ce soit nos clients ou tout le monde. Le principal facteur d'échec, c'est celui qui n'est pas équipé d'outils de suivi et de travail de prévision, en tout cas. Aujourd'hui, on ne peut conseiller à un futur chef d'entreprise de s'équiper en amont, même si ça coûte, il faut investir. C'est pas une charge, c'est un investissement. Des outils qui permettent de mesurer plein de choses, donc notamment la trésorerie, son activité en fonction de son activité, mais il faut avoir des outils pour mesurer et, et d'être bien accompagné. Moi, j'ai toujours dit depuis 30 ans que je suis chef d'entreprise, si on a un bon expert comptable et si on a un bon banquier, on a déjà les deux bons piliers qui nous permettent d'avancer. Donc déjà, prendre bien son temps pour trouver ces deux partenaires, parce que c'est deux partenaires de confiance auxquels on va avoir besoin tout au long de la vie de chef d'entreprise. Donc s'il y en a un qui n'est pas forcément ou qui répond pas, il faut vite le changer. Il ne faut pas avoir peur de changer de banquier, il ne faut pas avoir peur de changer d'expert comptable, parce que c'est votre avenir. Moi, je vois beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent, non, mais voilà, mon banquier, pour X raisons, se sont braqués, ou parce qu'il n'a pas prévenu son banquier aussi avant, il a ses torts, voilà, des choses où, bah, du coup, ça bloque. Et ça bloque quand le banquier vous fait plus confiance, ben, c'est fini, quoi. Votre activité est bloquée. Quand votre expert comptable, vous estimez qu'il ne vous donne pas assez de conseils sur l'avenir ou sur les choix stratégiques à opérer,
vous êtes un peu tout seul, que vous êtes très bon dans le métier que vous faites, mais pas forcément dans la gestion d'entreprise. Donc voilà, il faut être conseillé. En tout cas, c'est un des Ok. conseils principaux que je donnerais à un futur chef d'entreprise, quoi. Vous faites des financements de reprise de sociétés en difficulté, par exemple? Ça arrive ou... Oui, ça arrive. Ok. Ça arrive, tout dépend le niveau. Alors, si elles sont à la barre, c'est compliqué. Ouais. Par contre, quand elles sont sur un plan de continuation, avant d'être à la barre et qu'elles décident de céder, oui, oui, ça, on peut trouver des solutions en fonction du profil, des personnes qui arrivent, le rajout de fonds propres qu'il va y avoir. C'est des histoires qu'on peut écrire, qu'on ne dégage pas, on jette pas ça, voilà. D'accord. Avantage aussi par rapport. On n'a pas vu on a un peu plus de 120 solutions de financement. Ce qui nous permet de ne pas répondre oui, non en fonction d'un tableur Excel et oui, c'est Mhm. rouge, c'est vert et je dégage, je prends. Non, on est en capacité de tout préétudier. On ne dira pas oui à tout, mais par contre, on ne dit pas non Par principe, sur par un... principe. ouais. Alors, à part les métiers, voilà, les métiers, voilà, c'est dans quel lieu historique on est. Donc, voilà, les Interdit, métiers, tu veux dire. ouais, voilà, les métiers interdits, donc cela, bien évidemment, on ne finance pas. Non, mais tout ce qui touche autour du jeu, autour de la nuit et autour du sexe, on Ouais. oublie, quoi. Voilà, Ok. on oublie ça, on n'y va pas, quoi. Et quand tu dis 120 solutions de financement, c'est quoi une solution de financement? C'est des types de prêts, c'est des... Non, 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 c'est des établissements. Alors, dans les 120 solutions de financement, on a 70 conventions bancaires. D'accord. Donc, quand on appelle une convention bancaire, c'est que on a bien évidemment les banques nationales, que tout le monde connaît, Société Générale, BNP, qu'on va trouver de partout en province, à Paris. Mais on va avoir la démultiplication également des banques populaires. Ne serait-ce que là, à Paris, on peut très bien avoir la BRED, on peut très bien avoir Banque Populaire Val-de-France, on peut avoir Banque Populaire Rive de Paris. Donc, vous voyez, déjà, dans un circuit très court, on peut déjà avoir 3 banques populaires. Donc, voilà, déjà, ça fait 3 banques. Voilà, les caisses d'épargne, pareil, Ok. il y en a Donc c'est partout. des Donc, voilà, partenariats. et des partenaires. Donc, ça représente 70 sur les 120, ça représente 70 conventions bancaires. Et ensuite, on va venir rajouter 50 solutions de financement non bancaires qui vont permettre, elles, de répondre à des besoins bien particuliers. Donc, on a tout ce qui est fintech à travers le crowdfunding. On va avoir également des opérateurs qui viennent intervenir sur du crédit bail immobilier, du crédit bail immobilier, de la location financière. Ouais, Euh, financement à impact aussi, il y a des thématiques. oui, voilà, des Ok. financements impact. Voilà, on D'accord. a des partenaires, voilà, qui viennent financer uniquement tous les projets qui vont tourner, des projets verts, entre guillemets, voilà, qui vont Ouais, tourner autour du Mhm. bio, autour des énergies renouvelables. Donc voilà, tout ça, ça nous permet, effectivement, quand il y a un porteur de projet qui vient, qui a un besoin de financement de 100, si on sait pertinemment que la banque, comme on disait tout à l'heure, c'est la banque, elle financera au maximum 70 son projet, et à ces 30-là, comment on fait pour les trouver? Donc, soit on les trouve pas et on dit non, au revoir, t'as pas assez d'apport, ou soit on se creuse un peu à travers ces solutions-là, de couper ce plan de financement et d'aller chercher ces 30 ailleurs. Ok. Merci beaucoup. Les dernières questions, c'était sur les conseils à donner, mais tu les as déjà donnés. Oui, Donc moi, j'ai une autre question pour toi, et c'est un thème qui me stresse autant qu'il m'intéresse. En France, il y a, comme dans beaucoup de pays européens, en fait, il y avait la génération du baby boom, qui du coup fait une génération papy boom avec pas mal de gens qui Ouais, qui arrive. étaient entrepreneurs et qui vendent leur société. Moi, j'ai un stress personnel, c'est que on laisse des sociétés qui sont viables fermées, juste faute de repreneurs. Et donc là, on détruit en fait de la substance Ouais. économique dans le pays. Mm. Euh, Est-ce que, déjà, tu peux me rassurer là-dessus? Est-ce qu'il y a des gens, il y a suffisamment de repreneurs est-ce que le marché est bien fait, c'est-à-dire arrive à communiquer sur les sociétés à reprendre et puis à les mettre en contact avec des repreneurs? C'est peut-être pas du tout ta partie, hein, mais je pense que Si, tu touches si, au moins une partie ouais. de ça. Ouais. Alors, c'est pas ma partie, mais on veille à ça parce que, Mm. bien évidemment, notre métier va découler du nombre de ventes qui vont se réaliser, parce que qui dit vente, à 90% du Financement. financement derrière. Donc, bien évidemment, c'est notre marché de demain. Et on a constaté ça, tu étais présent, on en a parlé quand on a fait la présentation du baromètre. Effectivement, c'est un indicateur très important. Dans les 5 prochaines années, beaucoup d'entreprises vont être à la vente parce que beaucoup effectivement, de dirigeants vont vouloir prendre une retraite bien méritée. Moi, je pense que ça va faire, ça va être un bien, comme dans l'immobilier, ça va permettre d'avoir une diminution des prix moyens, de ces entreprises. Aujourd'hui, une entreprise en moyenne, on aime à dire qu'elle se vend aux alentours des 5 fois l'EBITDA, voilà, voilà, le BE retraité ou l'EBITDA, peu importe comment on l'appelle.
Et donc ça nécessite aujourd'hui un apport assez conséquent pour faire l'acquisition de ça, parce qu'on a une capacité de remboursement, bon bref, on va pas rentrer dans les calculs, mais bon voilà, Ouais. si demain ça se vend plus 5 fois les l'EBITDA, mais ça se vend 4 fois ou 3 fois les l'EBITDA, on aura besoin de moins d'apport. Et qui dit moins d'apport, on va pouvoir trouver, moi je crois beaucoup au MBO, donc Le management buyout, ouais, ouais, c'est ton ça. Moi j'y propos. crois beaucoup, j'y crois énormément. Et j'incite tous les vendeurs ou tous les chefs d'entreprise actuels qui ont des velléités de partir à la retraite dans 3 ans ou dans 4 ans, de déjà commencer à Proposer, regarder chez eux. ouais. Et chez eux, il y a toujours une pépite, il y a toujours quelqu'un qui est en capacité de pouvoir reprendre avec une période d'accompagnement. Et bien évidemment, ce salarié, il n'a pas l'apport, il a pas pu épargner avec son salaire, alors mis à part s'il a effectivement à titre privé des sources ailleurs, mais sinon, il n'a peut-être pas les 200, 300 000 euros, 400 000 euros d'apport qu'il faut pour faire l'acquisition de l'entreprise dans laquelle il travaille. Mais il y a moyen de trouver quelque chose, ou peut-être, voilà, il y a des manières d'accompagner ces gens-là, et ne serait-ce que par crédit vendeur. Et je pense que bah, moi, je l'ai fait, il y a rien de plus. J'ai vécu ça l'année dernière, et je peux en témoigner, hein, même si c'est pas un départ à la retraite, j'aurais bien aimé, mais pas encore. De vendre à ses collaboratrices, c'est tout juste un kiff, quoi. C'est tout juste énorme, sans parler de quoi que ce soit. C'est toujours un plaisir de dire ce que j'ai construit, Donc l'entreprise tu le à laquelle transmets, j'ai, quoi. tu transmets. Mm. Si tu peux pas transmettre à tes enfants parce qu'ils sont partis ailleurs, tu transmets à tes collaborateurs. Mais c'est un kiff énorme et ça vient sécuriser. Et là, pour notre partie à nous, en termes de financement, on a très souvent des problèmes d'apport, ce qui est normal. Mais par contre, on a une connaissance de l'entreprise, on a une Ouais. connaissance du métier Bah, tu qui coches vient toutes les autres rassurer. cases, en fait. Ouais, voilà. Et puis il y a une continuité. La personne, elle connaît C'est les ça. clients, elle connaît les Mm. collaborateurs, elle connaît les fournisseurs. Je pense que vraiment, je pense que l'horizon, il est là-dedans. Je pense qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de MBO et j'espère, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et puis, il y aura toujours des gens qui veulent opérer des reconversions, qui sont salariés, qui disposent d'un apport ou pas, mais qui peuvent constituer un apport facilement, comme je disais tout à l'heure, en vendant leur résidence principale ou peu importe, pour partir et à travers et vivre. Voilà, on a une crise de la quarantaine. Voilà, j'ai un article qu'on a partagé avec mon président, qui m'a partagé il y a quelques jours, où entre 40 et 45 ans, il y a des sondages qui ont été faits, qu'il y a un épuisement moral du salarié, quoi, du cadre, et qu'il y a des velléités de reconversion, et ce qui est naturel, ce qu'on appelle vulgairement la crise de la quarantaine. Hein. Ouais. Donc voilà, c'est de se dire non, je ne vais pas faire toute ma vie ce que je suis en train de faire, il faut que je m'accomplisse, il y a aussi un accomplissement de soi. Voilà, la pyramide de Maslow, à un moment donné, en haut, c'est l'accomplissement de soi. Donc Ouais. l'accomplissement de soi, il passe aussi par devenir chef d'entreprise. Donc j'en suis convaincu, quoi. Il y en a qui le font comme moi très tôt dans leur vie, et d'autres peut-être un peu plus tard, et d'autres jamais, quoi. C'est pas. Mais Ok. non, Ouais, donc moi, ta crainte, je la lèverai, moi, au contraire. Je me dis au contraire, c'est que il y a un portefeuille qui va s'ouvrir. C'est-à-dire il y a un volume d'affaires à la vente qui va arriver et qui est là et qui va arriver. Et ça va ouais. générer des opportunités Et la baisse obligatoirement. des prix va aussi avoir un effet positif Ah, bien sur, sûr, tu as raison, le profil surtout, bien sûr, le profil. des repreneurs. Alors, comme tu es hyper positif, donc déjà, tu m'as rassuré, je te remercie. Je te partage un autre stress qui est lié, je pense, à ce que tu Tu fais. veux venir te mettre sur le Ouais. canapé? Viens te mettre sur le canapé si tu veux. Euh, on voit, je pense que tu le vois dans Paris, quand tu marches, il y a des rues où il y a énormément en fait de fonds de commerce qui sont fermés. Ouais. Et tu en as certains qui sont fermés depuis un temps assez long. Mm. Euh, Moi, ce que j'observe, c'est que souvent les prix des loyers sont assez élevés et que bah, certains bailleurs préfèrent que les locaux ne soient pas occupés plutôt que de baisser le prix du loyer. Ouais. J'imagine que ça a une durée limitée, Oui, bien ça sûr. peut Ouais. pas être possible sur une période longue. Mm. Est-ce que toi, tu commences à voir des possibilités de renégocier des niveaux de loyer? Est-ce que tu vois justement un peu un effet prix où les loyers s'ajustent à la baisse dans Mm. certaines zones ou pas encore? Pas encore. Ok. On le voit pas encore. Après ça, ça va être lié. On a vu là les dernières stats qui sont sorties sur 2024 avec quand même un fléchissement, et notamment sur Paris, une baisse assez. C'est une des premières fois ou depuis très longtemps qu'il n'y a pas eu une baisse aussi significative sur le prix de l'immobilier résidentiel à Paris. Hmm. Ça, c'est des indicateurs forts. Donc le prix du mètre carré, bien évidemment, en habitation est beaucoup plus important qu'en local commercial. Et encore, tout dépend effectivement des emplacements. Mais donc tout ça, ça va venir, ça va se diluer, mais l'immobilier est un mammouth qui est très long à déplacer, que ce soit du résidentiel ou du pro. Avant qu'il y ait un impact vraiment significatif, il va falloir du temps, et il va falloir que que les bailleurs, que les propriétaires bailleurs se rendent compte, voilà, à une dure réalité. C'est que quand on ne baisse pas son loyer, oui, on ne touche pas à sa valeur
à la valeur Du stock. mobilière, voilà, au stock. Ouais. Mais au bout d'un moment, quand c'est pas loué, ça coûte de l'argent, quoi. C'est du négatif. Donc voilà, il y a C'est des ça. grosses foncières qui peuvent absorber, mais quand on est un petit indépendant, voilà, pas petit, c'est pas péjoratif, mais quand on est propriétaire uniquement que d'un local ou que d'une adresse, que d'un numéro avec des appartements au-dessus et un local commercial en bas, si le local commercial est vide, c'est de revenus locatifs en moins. Et donc Mm. il faut effectivement, il faut le louer, quoi. Mais on se rend compte, bah, c'est marrant que tu me poses ça. Moi, je suis un fan d'une émission de la radio, d'une radio. Et hier ou avant-hier, il y avait un point sur les Champs-Élysées où il faisait le point qu'effectivement tous les gros historiques partaient des Ah Champs-Élysées, ouais, quoi. Ah ouais, parce qu'ils ne pouvaient plus. Bah, la Fnac, ah oui, c'est par rapport à la fermeture de la Fnac. La Fnac vient de fermer là, sur les sur champs, les champs? ouais, là, Ah au ouais. début janvier. Et Ah donc ça a ouais, été, voilà, c'est ce qui a déclenché, c'est ce qui a déclenché ce petit Mm. reportage. C'était une petite note d'info où il rappelait effectivement que beaucoup de grandes marques françaises n'étaient plus présentes sur les champs au détriment notamment de la fast-food, voilà, qui était beaucoup plus, quoi, que les champs étaient beaucoup plus destinés à des touristes que à des Parisiens. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et, Mais il y a d'autres quartiers comme ça à Paris. Alors, c'est peut-être très parisien, mhm, mais vers la Madeleine, par exemple, pareil, il y a énormément d'enseignes qui ont fermé. mhm. Et tu vois qu'il y a beaucoup de locaux commerciaux qui trouvent pas preneur. Ah Moi, oui. je me dis que c'est une question de prix. Mhm, C'est quand même un emplacement premium. Si tu mhm. arrives à baisser un peu ton prix, c'est sûr qu'il y Ouais, a bien sûr, quelqu'un qui va ouais, reprendre le ouais, fond, quoi. complètement. Mais, ok. Merci beaucoup pour ton temps. Je Ah pense ouais, qu'on merci à toi de a couvert l'invitation. voilà, un bon panorama. Top. Et puis, bah voilà, je te dis à très bientôt, peut-être pour un prochain podcast sur un thème différent. En tout cas, bonne chance pour la Allez, suite et bonne année surtout. bah, merci bien, Sylvain. À très vite. Merci beaucoup. Au revoir.